parler, je vais m'appuyer sur un certain nombre de diapos. Je trouve que c'est plus clair et plus facile. Agnès, il faudrait que vous désactiviez, vous avez désactivé le partage d'écran. Voilà, c'est bon, ça doit marcher là maintenant. D'accord. Voilà, c'est bon. Voilà, j'y arrive. Voilà, donc je vais vous traiter ce sujet, l'état d'urgence sanitaire, jusqu'où des atteintes à nos libertés. Alors, vous le savez tous, nous vivons une situation sanitaire assez exceptionnelle, des mesures, bien sûr, de protection de nos personnes pour notre santé. La question que après à nos libertés, c'est finalement jusqu'où, qu'est-ce qui va et quelques jours endeuillé. Alors, c'est pas un phénomène donc des ravages terribles, hein, qui s'ajoutaient à l'époque à ceux de la Première Guerre. Alors il faut dire évidemment que la médecine n'était pas aussi performante qu'elle l'est maintenant. Par exemple, les antibiotiques n'existaient pas. Donc on parle en France à l'heure actuelle de 100 000 familles en deuil. Au plan mondial, on recense environ 3 millions de morts, avec en tête les États-Unis, 1 million de morts. Mais évidemment, de nos jours, c'est encore plus inhabituel et choquant au regard de l'évolution de la science. Alors, qu'est-ce qu'a fait notre gouvernement pour essayer de pallier à cette situation dans notre pays? Eh bien, il a été mise en place une situation entièrement nouvelle, ce qu'on peut appeler vraiment une mesure exceptionnelle, jamais connue jusque-là dans le pays, qui s'appelle effectivement l'état d'urgence sanitaire. Alors c'est une mesure, c'est une situation qui a été créée au début de la pandémie par une loi essentielle qui vraiment fixe le cadre de cet état, la loi du 23 mars 2020, au début de la pandémie donc, et qui donne au gouvernement des compétences exceptionnelles. Alors le législateur, donc le Parlement, a fixé ce cadre en votant cette loi, mais ensuite toutes les mesures d'application, la mise en œuvre, se décident en Conseil des ministres en cas de catastrophe sanitaire et notamment, comme dans le cas présent, en cas d'épidémie qui met en péril la santé de notre population. Alors, c'est une situation, c'est un nouvel état qui doit permettre au gouvernement de faire face à une épidémie, une pandémie ou une catastrophe sanitaire. C'est un état qui maintenant existe dans notre pays et avec lequel nous pourrions également travailler dans d'autres situations périlleuses telles qu'une explosion, vraiment même une tempête épouvantable. On peut tout imaginer. L'armature donc existe maintenant dans notre législation française. Pour la Covid, alors qu'est-ce qui s'est fait à partir de cet état d'urgence sanitaire? Voilà la situation que vous avez vécue, hein, dont vous vous souvenez sûrement tous très bien. Il y a eu 2 états d'urgence sanitaire successifs. 6 lois au total ont été votées par notre Parlement. Alors un premier état d'urgence a été installé le 23 mars 2020, valable jusqu'au 10 juillet suivant,
suivi d'une période que l'on appelle sortie du confinement, avec des mesures intermédiaires. Et puis, vu la situation sanitaire qui, à la rentrée de septembre, a repris des proportions inquiétantes, un second état d'urgence installé à compter du 17 octobre 2020 jusqu'au 1er juin 2021. Donc, vous voyez que nous vivons à l'heure actuelle dans ce cadre, avec, dit le texte, une prolongation possible jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, voilà ce qui nous entoure et ce qui explique à l'heure actuelle les restrictions dans nos libertés que nous subissons. Et la déclaration d'état d'urgence autorise le Premier ministre à prendre par décret une série de mesures, dont les mesures restrictives de nos libertés. Et je dois dire que tous les jours, nous avons des décrets qui arrivent restreignant ou au contraire levant les atteintes aux libertés. Il y en a plus de 300 décrets à ce jour. Moi, je les ai compilés, c'est une pile énorme de textes. Ce matin, on avait un décret, donc, alors là, qui était plutôt un décret levant certaines restrictions, et les sages-femmes sont autorisées à vacciner maintenant, les professionnels de santé de tous âges peuvent désormais se faire vacciner. Ça, c'était les annonces d'aujourd'hui. Voilà, donc voilà la charpente, l'armature, en quelque sorte, de notre situation sanitaire actuelle. Alors, c'est ce que je vous disais, tous les jours, de nouveaux décrets venant en application de ces pouvoirs exceptionnels sont promulgués. C'est soit une situation de restriction, soit une situation d'ouverture, adaptée en permanence au jour le jour, selon les chiffres qui nous arrivent sur le plan sanitaire. Et maintenant, évidemment, quel avenir? Vous voyez qu'on est donc dans cette charpente. Hier, en Conseil des ministres, un projet de nouvelle loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire, ça nous donne un peu d'espoir, a été présenté. Il devrait être voté au Parlement aux environs du 10 mai. Que prévoit-il? Alors, il prévoit le maintien jusqu'au 31 octobre de la possibilité de restrictions telles que la circulation des personnes ou la fermeture des magasins. Et ce qui est intéressant, parce que manifestement, c'est la nouvelle orientation actuelle, avec des mesures possiblement adaptées à certains territoires. Alors, vous vous souvenez certainement, il y a un an, le premier état d'urgence sanitaire, tout le monde était placé à la même enseigne. Il n'était pas question d'adapter, même s'il y avait des demandes de certaines collectivités territoriales, les mesures restrictives étaient les mêmes pour tous. Et le temps passant, l'expérience, en quelque sorte, de cette pandémie étant de plus en plus prégnante, on va manifestement vers une adaptation selon les situations des différents territoires, départements, régions, etc. Ça, c'est un premier point qui est important et qui est intéressant dans la situation actuelle. Alors, le second point que je voudrais vous signaler est le suivant: serait intégré ce qu'on appelle maintenant le pass sanitaire. Alors, vous en avez sûrement entendu parler. C'est l'idée d'un laissez-passer qui nous permettrait de retrouver notre vie d'avant. Alors, c'est une idée qui a été très critiquée il y a encore quelques semaines et quelques mois. Les partis politiques, notamment, étaient tout à fait contre, se sont tous prononcés contre, comme une atteinte épouvantable à nos libertés. Mais manifestement, c'est une idée qui, peu à peu, s'impose. Qu'est-ce que l'on entend par un pass sanitaire? Je le développe même si ça n'est pas encore adopté. C'est ce que l'on appelle un QR code. Alors, vous connaissez tous le QR code avec donc ces modules noirs dans un carré ou un rectangle qu'on utilise tous lorsque l'on prend le train. À l'heure actuelle, les billets, vous les avez sous forme de QR code. Quand vous achetez un produit dans un magasin de grande distribution et que vous passez dans une caisse libre, vous scannez votre QR code, etc. Donc, un QR code qui justifierait soit d'un test négatif, soit d'un vaccin, soit d'une contamination récente, c'est-à-dire justifiant d'une situation d'une personne qui n'est pas contaminante. Alors, il faut savoir qu'en France,
À l'heure actuelle, cette mesure est testée sur les vols pour la Corse et qu'on l'envisage, enfin dans les réflexions actuelles, c'est exclusivement pour les moyens de transport. Mais on commence à en parler quand même dans les derniers commentaires pour, par exemple, cet été, la participation à des manifestations de grande ampleur, comme un festival, etc., où se retrouveraient beaucoup de personnes. Alors, ce code serait transmis par le laboratoire, la pharmacie ou le professionnel de santé ayant fait le test. Et la nouveauté qui serait intéressante, même si ce n'est pas encore en vigueur, ce QR code pourrait être intégré dans l'application Tous Anti-Covid que vous avez probablement certains sur votre téléphone. Voilà, ça c'est donc la dernière actualité en la matière. Et on va voir avec le débat sur la loi dont je vous parle, qui devrait avoir lieu à partir du 10 mai, si notre Parlement accepte cette mesure et si elle est adoptée. Je vous indique également, parce que c'est intéressant, que nous serions le premier pays en Europe à adopter une telle mesure. Alors, pour sa diffusion ensuite, il faudrait que ce soit adopté au plan européen. Mais néanmoins, en interne, si nous l'adoptons, ça nous permet de la tester à plus grande ampleur et nous serions le premier en Europe. Alors évidemment, c'est suivi, vous imaginez, avec la plus grande attention par nos voisins. Donc voilà ce qui nous attend, ce que je peux vous indiquer, bien entendu avec un certain nombre d'incertitudes, mais c'est intéressant. Alors les mesures extrêmes d'atteinte aux libertés, de quoi s'agit-il? On les regroupe généralement sous 3 rubriques. D'abord, on le connaît tous, les mesures limitant la liberté d'aller et venir, les 10 km actuels, pour se déplacer hors de son domicile, la liberté d'entreprendre avec la fermeture des commerces non essentiels, la liberté de réunion, à l'heure actuelle 6 personnes sur la voie publique, des mesures de réquisition de tout bien pour mettre fin à la catastrophe sanitaire. Et je vous citerai comme exemple, au printemps dernier, il y a 1 an, la réquisition de l'armée pour transférer des malades par avion sanitaire ou TGV dans un autre lieu d'hospitalisation, et les mesures temporaires de contrôle des prix, c'est à l'heure actuelle le prix des masques qui est limité par le gouvernement. Alors voilà, donc sans détailler toutes les libertés, toutes les restrictions d'atteinte, toutes les atteintes, à nos libertés que nous subissons, mais voilà les 3 catégories. Alors il y a un principe majeur qui est indiqué d'ailleurs dans la loi du 23 mars 2020 dont j'ai parlé, qui est que ces mesures doivent être proportionnées aux risques encourus. Ça, c'est une phrase sur laquelle je vais revenir et qui est tout à fait majeure. Elle a été relevée par le Conseil constitutionnel quand il était saisi il y a 1 an de la loi du 23 mars. Et vous le savez également parce que la presse en parle, des sanctions répriment le non-respect, allant de l'amende jusqu'à la prison, généralement avec sursis, mais en tout cas, les sanctions pénales existent. Alors, comment ces mesures sont-elles décidées par nos gouvernants? Elles sont fondées, bien entendu, sur des avis scientifiques, essentiellement, ou disons notamment, les avis du Conseil scientifique dont vous avez tous entendu parler. Le Conseil scientifique a été mis en place en mars 2020, en même temps que la loi sur l'état d'urgence sanitaire était votée. Son président, c'est le professeur Jean-François Delfrécy, qui est le président de notre Comité national d'éthique. Et ce conseil scientifique, qui s'exprime d'ailleurs publiquement, qui s'est exprimé à de nombreuses reprises, il s'exprime un peu moins à l'heure actuelle, il produit des avis, des notes d'éclairage ou des notes d'alerte. Alors, son dernier avis est du 11 mars dernier. C'était par exemple différencier les stratégies pour sortir des phases aiguës de l'épidémie. Et ce que va nous annoncer notre président de la République dans quelques jours avec des mesures de sortie de l'épidémie, eh bien évidemment ces mesures partent de cet avis scientifique. Des notes d'éclairage, je pourrais citer en janvier dernier, le Conseil a fait un point de situation sur les variants. On commençait à parler des variants brésiliens, Afrique du Sud, etc.
Donc ça, c'était vraiment une note totalement scientifique. Ou encore, je citerai l'exemple d'une note d'alerte en décembre 2020 sur le clone anglais. C'est le moment, vous savez, où le variant anglais commençait à se répandre au-delà de la Manche. Alors, je vous ai mis le site internet sur lequel vous pouvez regarder ces avis, parce que c'est tout à fait intéressant. Il y en a plus d'une cinquantaine à ce jour. Et c'est évidemment un conseil qui est composé des meilleurs scientifiques et qui fait de la projection, qui fait de la prospective en matière de santé et en matière de Covid. Alors, le gouvernement ensuite suit ou ne suit pas, bien entendu, ça n'est que des avis, mais en tout cas, la base scientifique, c'est celle-là. Alors ensuite, un point évidemment essentiel, ces mesures qui tout de même restreignent nos libertés de manière exceptionnelle, comment sont-elles contrôlées? Eh bien, elles sont contrôlées par le juge, c'est-à-dire le juge du Conseil d'État. Alors, vous savez que le Conseil d'État, c'est notre plus haute juridiction administrative et que le Conseil d'État a un double rôle. D'une part, il conseille le gouvernement sur les textes que celui-ci s'apprête à publier, à faire voter, etc. Et en même temps, il est juge du contentieux, c'est-à-dire qu'il tranche les litiges entre des personnes privées et des mesures publiques, des mesures administratives publiques. Alors, il est intéressant de savoir que depuis mars 2020, depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, le Conseil d'État a connu une activité totalement hors norme. Sur l'année 2020, je n'ai pas de chiffres encore sur 2021, mais son bilan de l'année 2020 est intéressant. En tant que conseil du gouvernement en matière de Covid, il s'est prononcé sur 202 projets, soit de loi, soit d'ordonnance, soit de décret, et 112 en moins de 5 jours. Il est évident que lorsque le gouvernement veut adapter une situation à des difficultés sanitaires, il faut aller vite. Et donc, il ne faut pas que la justice attende 1 an pour trancher. Donc, en moins de 5 jours. Et puis, en matière de contentieux, c'est impressionnant, il a rendu 840 décisions en urgence sur l'année 2020, sur les mesures liées au Covid, donc il a siégé sans interruption. Et là aussi, quelquefois, la plupart du temps d'ailleurs, en urgence, en 48 heures. Alors, c'est très rapide. Évidemment, au début, il a élaboré sa jurisprudence. Après, c'est davantage répétitif. Toutes les instances, toutes les actions dont il a été saisi étaient répétitives, portant sur des sujets différents, mais avec une base répétitive. Mais néanmoins, ça montre une activité considérable. Parce que parallèlement, évidemment, le Conseil d'État ne pouvait pas s'arrêter de juger toutes les autres affaires, c'est comme les hôpitaux, hein, c'est pareil, et il fallait également poursuivre les contentieux normaux. Alors, pour la petite histoire, parce que ça ne manque pas presque d'humour, le Conseil d'État s'était adapté quelques mois auparavant, se doutant qu'il arriverait une situation exceptionnelle un jour, il s'était adapté à l'urgence. Et il s'était adapté non pas du tout en pensant à une pandémie, mais il s'est adapté en prévoyant une crue de la Seine. Et en se disant qu'à cette occasion, des mesures administratives exceptionnelles seraient prises et qu'il serait saisi et qu'il aurait à réagir. Alors, il est évident que l'adaptation, par exemple, le télétravail pour tous les magistrats, l'accès à des bases de données, etc., le renfort en personnel, tout cela a été majeur pour lui permettre d'agir ainsi et de juger comme il le fallait dans la période difficile de manière très rapide. Alors, je vous citerai 2 exemples dans les décisions les plus récentes qui ont été rendues, mais ça n'est que 2 parmi des centaines, je vous l'ai dit. Un premier exemple, c'est la sortie des personnes âgées hors des EHPAD. Les EHPAD, vous les connaissez tous, c'est l'établissement pour les personnes âgées dépendantes. Dieu sait si on en a parlé dans cette période. Avant, quasiment personne ne les connaissait. Maintenant, au moins, on sait ce que c'est. Il faut savoir qu'en janvier 2021, le ministère de la Solidarité et de la Santé a prévu que dans les EHPAD, les sorties dans les familles et pour des activités extérieures seraient suspendues jusqu'à nouvel ordre.
Et ça veut dire que les personnes âgées ne pouvaient plus sortir, d'où évidemment psychologiquement une situation difficile. Et des familles, donc on saisit le Conseil d'État, la décision a été rendue en mars 2021, et là, le Conseil d'État a suspendu cette mesure. Il a considéré que la mesure n'était pas proportionnée à l'objectif de prévention de la diffusion du virus, en considérant évidemment que 80% des résidents avaient déjà reçu au moins une dose de vaccin et que cela les protégeait. Alors évidemment, cela valait pour les personnes qui avaient déjà été vaccinées ou au moins en partie vaccinées. Voilà un premier exemple où la mesure de restriction a été suspendue. Un deuxième exemple parmi les plus récents, et ça peut concerner un certain nombre d'entre nous, le Conseil d'État a été saisi par une personne qui était déjà vaccinée et qui sollicitait pour elle la levée de toutes les restrictions en disant je suis vaccinée, je ne risque plus rien, donc j'enlève mon masque, je peux circuler au-delà des 10 km et je ne respecte pas le couvre-feu. Eh bien, cette demande a été rejetée parce que, a dit le Conseil, ces restrictions de déplacement n'apparaissent pas disproportionnées parce qu'il y a un risque de contamination même pour les personnes vaccinées. Donc, rejet de la demande. Et je vous fais remarquer à cette occasion que si vous avez lu la presse, aux États-Unis, les personnes vaccinées, on commence à les autoriser à retirer leur masque. Donc, ça vous montre à quelle vitesse évolue la science et les opinions scientifiques que l'on peut avoir. Probablement, dans quelque temps, cette décision, telle qu'elle a été fondée, ne sera plus valable. Alors, voilà deux exemples. Vous en avez de multiples d'autres. J'en cite un autre parce que parmi les multiples autres exemples, il y a une situation que je trouve extrêmement difficile. Vous savez probablement que depuis le confinement, depuis mars 2020, la situation des familles qui avaient un proche hospitalisé, atteint par la Covid et qui malheureusement était en situation de santé extrêmement difficile et décédait, la situation était vraiment épouvantable. C'était un deuil impossible à faire parce que interdiction de la toilette mortuaire, interdiction des soins de conservation, mise en bière immédiate et interdiction des visites. Et donc même en fin de vie, interdiction des visites. Ce qui veut dire que ces familles, et on ne soulignera jamais assez leur malheur, voyaient leurs proches partir et elles ne les revoyaient pas. Alors, le Conseil d'État a été saisi de cette situation et en décembre 2020, il a annulé les mesures parce que tout de même, la situation dans les établissements de santé était plus facile et de ce fait, ces mesures ont été atténuées. À l'heure actuelle, des visites à l'hôpital d'un malade atteint de Covid sont possibles pour une personne et une visite par jour. Et en matière de décès, de fin de vie, là aussi, la présence des familles a été tolérée. Enfin, les choses se passent beaucoup mieux à l'heure actuelle. Mais voilà donc le contrôle qui est fait sur toutes ces mesures d'atteinte à nos libertés. Alors, après en quelque sorte, cette introduction vous présentant le cadre, la question que nous allons nous poser, elle est un peu différente et je la traite et je vous la présente parce que c'est une question qui vraiment est née à l'occasion de cette pandémie, alors que précédemment, elles étaient peu débattues. Voilà la question. Dans cette période si particulière, la science est-elle libre? Est-ce que dans cette période si particulière, nos scientifiques, en définitive, sont totalement libres ou au contraire, eux aussi subissent des restrictions? Donc, période qui fait naître des questions peu débattues jusque-là et que je trouve personnellement très intéressantes. Alors, je vais vous traiter du sort de 3 libertés au regard de l'état d'urgence sanitaire et 3 libertés relatives à l'activité de nos scientifiques. La première, c'est la liberté d'expression pour les scientifiques. La seconde, c'est la liberté de déroger aux règles sur les essais pour la mise en place d'innovations scientifiques.
Et vous voyez tout de suite à quoi je fais allusion. Et la troisième, c'est la liberté d'atteinte à la confidentialité des données personnelles de santé. Il s'agit là de la question du secret médical. Alors, j'aborde la première et la voici. Quelle liberté d'expression pour les scientifiques? Alors, un constat que nous avons tous fait et que vous avez sûrement fait, pendant la pandémie, depuis plus d'un an, diffusion à outrance d'informations médicales et scientifiques dans les médias. Foisonnement incontrôlable de données sur tous les sujets touchant à l'actualité médicale du virus. Nos scientifiques s'expriment tous les jours. Au début, c'était sur les masques, sur les traitements, sur les tests, sur les recherches, sur les vaccins, sur les mesures de confinement, sur les écoles, sur les tests dans les écoles, etc., etc. Alors évidemment, c'est un vrai phénomène de notre société actuelle. C'est très lié aux chaînes télévisées permanentes. Mais le problème, c'est que nous avons des messages très souvent contradictoires, révélant des oppositions au sein du corps médical. Et je dois dire que c'est un phénomène que nous n'avons jamais connu dans notre pays. Nous avons eu des périodes sanitaires difficiles, je pense au sida dans les années 1980, qui quand même a révélé un sinistre sanitaire épouvantable. Mais à l'époque, évidemment, Internet n'existait pas, ces chaînes d'information continue n'existaient pas, et donc la presse, même si elle était déjà très présente, ne s'exprimait pas autant sur ce sujet. Donc c'est un vrai phénomène de notre société actuelle. Alors, les avantages, évidemment, il y a des avantages. C'est répondre à l'anxiété de nombreux citoyens. C'est fournir à la population le plus de données possible. Et on a tous eu une attitude identique au début. Il y a un an, on ne connaissait pas du tout la Covid, et donc s'informer sur ce que c'était, sur les risques, sur les traitements, etc., on ne pouvait pas s'empêcher que d'écouter toutes ces voix scientifiques qui s'exprimaient. L'inconvénient, évidemment, ce sont les voix dissonantes. Et il y en a eu, et il y en a encore. Perte de repères et de confiance envers les professionnels de santé. C'est exposer publiquement l'incertitude scientifique. Et ça, c'est une vraie question parce qu'on peut se demander si c'est souhaitable. C'est faire douter de la science. Or, il y a déjà tellement d'événements qui font douter de la science, que exposer publiquement cette méconnaissance, cette incertitude, cette recherche scientifique, est-ce que c'est souhaitable? Voilà donc le dilemme qui se pose. Alors, je n'apporterai pas de réponse absolue, bien entendu. D'ailleurs, je crois que ni les uns ni les autres, nous ne pouvons en avoir. Mais je vous dirais que c'est une grande responsabilité éthique des chercheurs, des médecins, des journalistes, face à cette liberté. Cette liberté, elle est totale dans notre pays à ce jour. Mais de ce fait, automatiquement, tous ces acteurs qui sont à l'origine de cette liberté, ils ont une grande responsabilité au plan éthique, au plan déontologique. Et probablement, et moi je dois dire que c'est des questions, notamment à l'Académie de médecine, que certainement on étudiera et on reprendra, qui seront à débattre après la crise sanitaire. Est-ce qu'il faudrait un code commun de déontologie, médecins, journalistes, sur ce point? On peut dire que si de cette pandémie, il ressort des points positifs, c'est justement de poser ce type de questions pour qu'on y réfléchisse et que si ça se reproduit ultérieurement, et probablement c'est inévitable dans une situation difficile au plan de santé, au moins qu'on y réfléchisse et qu'on ait peut-être une attitude qui soit un peu meilleure que celle d'aujourd'hui, un peu moins traumatisante pour certains que celle d'aujourd'hui. Donc voilà cette première liberté totale à ce jour que je souligne auprès de vous. Il n'y a pas d'atteinte là. Pour vous illustrer un petit peu, voilà un petit schéma que j'aime bien, c'est un dessin de Plantu. Vous voyez, dans notre pays, on est libre et puis on nous oppose à la Chine, où évidemment là, on ne peut pas dire un mot. Vous vous souvenez qu'au début, un chercheur, un médecin chinois a été condamné parce qu'il parlait. Maintenant, il n'en est plus ainsi et en Europe et dans tous les continents, on peut s'exprimer comme l'on veut. Et Plantu a toujours beaucoup de talent.
Alors, deuxième liberté, elle est également très intéressante. Quelle liberté de déroger aux règles sur les essais de médicaments. Alors, cela touche à la manière dont, dans notre pays, en Europe, on met sur le marché de nouveaux médicaments. Alors, il est évident que cela est extrêmement encadré. Il existe un système européen de réglementation des médicaments. C'est un des sujets sur lesquels en Europe, on a une directive et on est d'accord dans tous les pays européens. Et puis, il existe un système national, le système européen étant quasiment calé sur le système national, la France ayant été relativement précurseur en ce domaine, ça remonte aux années 1988-1990 dans notre pays. Alors, très résumé, très brièvement, parce que je ne vais pas développer tout cela auprès de vous, mais il y a ce que l'on appelle une autorisation de mise sur le marché, AMM, qui est délivrée pour tout nouveau médicament, soit au plan européen. Alors, c'est alors l'Agence européenne des médicaments, EMA, et je vous dis tout de suite que c'est tout à fait exceptionnel, soit au plan national, et c'est ce qu'on appelle l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. ANSM, vous le savez, qui a été très cité récemment à propos du procès fait au Mediator. Alors, ce qu'il faut souligner quand même, parce que c'est assez exceptionnel, c'est que pour les vaccins Covid, l'autorisation de mise sur le marché est donnée au plan européen. On en parle tous les jours. Donc là, les pays d'Europe se sont unis pour acheter au laboratoire de manière unique les différents vaccins. Donc voilà, très brièvement rappelé comment les choses se passent, avec des règles donc qui sont extrêmement strictes. Les règles pour la mise au point et la mise sur le marché d'un nouveau médicament sont toujours strictes et très encadrées, on le comprend tout à fait. Les acteurs sont listés, un investigateur qui sur le terrain essaye et un promoteur, généralement un laboratoire, qui initie la nouvelle molécule et qui ensuite la fait essayer par l'investigateur sur des personnes sujets de la recherche, qui sont des personnes soit bénévoles et non malades, soit malades, qui se prêtent à l'essai. Alors, le lieu, l'assurance, tout cela est réglementé et tout cela se passe selon des phases très protocolées, phase 1 à 4, c'est-à-dire que ça se déroule progressivement. La phase 1, c'est une nouvelle molécule donc prescrite pour très peu de personnes dans un lieu en hospitalisation pour voir les effets, les réactions du corps humain. Et la phase 4, c'est au contraire la diffusion très large à une large partie de la population de cette nouvelle molécule avant l'autorisation de mise sur le marché. Et puis, il y a une règle également, c'est qu'une nouveauté, on la publie dans des revues scientifiques à comité de lecture extrêmement encadré là aussi. Donc voilà, ça c'est le cadre des nouveaux médicaments, comment on les diffuse, comment on les met sur le marché. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que la pandémie a fait apparaître d'autres pratiques. Communication précipitée, annonces prématurées, battage médiatique. Notamment l'hydroxychloroquine, c'est pas inutile de le citer, avec des annonces, puis des prises de position multiples et publiques en faveur ou en défaveur. C'est quelque chose en France que nous n'avions jamais eu. Si vous avez un souvenir des traitements, la trithérapie pour le sida, les recherches se sont faites dans le silence, selon les méthodes que je viens de vous citer, et sans du tout ces prises de position multiples, avec ces débats entre scientifiques pour, contre, etc. La question qui se pose évidemment, et qu'il faut se poser, d'ailleurs, elle est intéressante, c'est une pandémie mondiale entraînant une contagion telle qu'on vient de la connaître, justifie-t-elle de se dégager des règles et des principes rappelés? C'est vraiment une question qui se pose. Alors, il y a une tension éthique évidente. Avant tout, il faut soigner au mieux et rapidement les personnes atteintes. Mais, à l'inverse, quel crédit pour une recherche menée en contradiction avec toutes les règles garantissant la sécurité? Quelle confiance accorder à un tel processus plus rapide de la part des personnes malades?
Voilà la tension et les questions que cela pose. C'est pas résolu à ce jour, c'est pas résolu. Mais en tout cas, la question se pose. Alors la position de l'Académie de médecine, elle s'est exprimée, bien entendu. Nous y avons beaucoup travaillé, surtout en 2020, parce que maintenant, tout de même, c'est moins aigu. La position de l'Académie de médecine sur l'exemple que j'ai cité, c'était pas assez de science. C'est la science n'est pas une option. C'est une prise de position en mai 2020 qui a été extrêmement rigoureuse, brutale. Il y avait vraiment une affirmation essentielle sur ce point-là. Alors, je termine ce point avec, là aussi, un petit dessin humoristique, parce que ça vous distrait un petit peu de ce sujet si sérieux. Et la troisième liberté à laquelle je fais référence, quelle liberté d'atteinte à la confidentialité des données médicales. C'est-à-dire, c'est la liberté d'atteinte au secret médical. Est-ce que, dans une situation de pandémie telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, on est autorisé à lever le secret médical? Voilà la question qui s'est posée. Elle s'est réellement posée, cette question. Vous allez voir comment. Alors, un rappel des règles sur le secret. Le secret médical, c'est un principe essentiel. C'est le symbole de la confiance du patient envers son soignant. C'est inscrit dans le code pénal français. Il y a des sanctions pénales si ça n'est pas respecté. Le secret est le bien du patient. Le violer, c'est trahir le patient. Et le secret figure d'ailleurs dans le serment d'Hippocrate que prêtent les médecins après leurs études. On ne viole jamais le secret médical. Le secret est absolu entre le soignant et le soigné, quelle que soit d'ailleurs la catégorie professionnelle du soignant, que ce soit un médecin, un infirmier, un aide-soignant, etc. Donc, principe absolu. Toutefois, il existe un certain nombre de dérogations à ce secret, mais elles sont toutes prévues par une loi dans une série de situations dans lesquelles on a apprécié la balance entre le maintien du secret et l'intérêt de sa levée. Et on a apprécié en faveur de la levée qui est apparue comme étant plus importante que le maintien du secret. Alors tout ça est traité dans tous les manuels, etc. Ce sont des questions qui sont connues évidemment en droit. Vous avez des levées obligatoires pour les médecins ou encore des levées facultatives pour les soignants. Alors, levée obligatoire, c'est par exemple, je vous citerai, quand un enfant naît, si ses parents ne font pas la déclaration de naissance à l'état civil, il revient au médecin de le faire, le médecin doit le faire, c'est absolu, il donne le nom de la mère, etc. Voilà une levée du secret obligatoire prévue par les textes. Levée facultative, c'est davantage pour protéger une victime. Et je vous citerai simplement, à titre d'exemple, le dernier texte en la matière, pour les violences conjugales, c'est une loi du 20 juillet dernier, les médecins désormais peuvent signaler, sans l'accord de la victime, des faits de violence conjugale si en conscience ils estiment la vie en danger et la situation une situation d'emprise. Voilà. Le secret pour protéger des tiers. Alors il faut savoir que, et c'est une question extrêmement intéressante à l'époque, la question s'est posée dans les années 1990 à propos du sida. Et la question était la suivante, et à l'époque on l'a énormément débattu. Lorsqu'une personne était atteinte du virus et refusait de parler, par exemple, à son partenaire, à son conjoint, fallait-il que le médecin lève le secret et parle à ce conjoint ou à ce partenaire? Et évidemment, le sida étant une affection contaminante, vous comprenez l'intérêt. Donc, cette question s'est vraiment beaucoup posée à l'époque. Moi, je l'ai beaucoup vécu dans les hôpitaux de Paris. Et cette question. Il y a eu des oppositions majeures. L'Académie de médecine, en 1994, le médecin devrait pouvoir, en son âme et conscience,
avec toute l'humanité désirable, décidé de lever le secret professionnel vis-à-vis du futur conjoint ou d'un partenaire sans tomber sous le coup de la loi pénale. Et à l'inverse, le Conseil national de l'ordre des médecins était résolument opposé à toute fragilisation du secret, faisait des recommandations pour les médecins, mais en tout cas ne pas lever le secret. Alors, on a pu dire récemment, et c'est extrêmement intéressant, l'épidémie de sida avait bousculé le secret sans le faire tomber. La pandémie de Covid-19 lui a fait mettre genoux à terre. Alors pourquoi genoux à terre? Voyons-le. Eh bien, l'état d'urgence sanitaire a entraîné la mise en place d'une nouvelle levée du secret. Alors, il faut savoir que depuis un texte de mai 2020, quand vous passez un test antigénique ou autre test, automatiquement, il y a une transmission obligatoire des données individuelles et personnelles à l'autorité sanitaire, notamment l'assurance maladie, par le professionnel de santé qui a les résultats des tests. L'intéressé ne peut pas s'y opposer. Donc, ça concerne l'intégralité des tests, qu'ils soient PCR ou antigéniques. Donc, vous voyez, circulation de données nominatives partant du lieu où sont faits les tests et allant vers différentes autorités de santé, dont l'assurance maladie. Alors, qu'est-ce que l'on en fait? Cela se fait au moyen de 2 systèmes d'information mis en place, dont la presse a déjà parlé, SIDEPT et Contact Covid, à ne pas distinguer avec tous anti-Covid. Et à partir de là, les personnes contacts de la personne testée et infectée sont prévenues par des agents recrutés et formés spécifiquement par l'assurance maladie. Alors évidemment, des conseils de s'isoler, de se faire tester sont donnés. Mais vous voyez la circulation des données qui part du test, donc, et on ne peut pas s'y opposer. Automatiquement, le résultat positif ou négatif, mais avant tout le résultat positif, est transmis à différentes autorités sanitaires. Et ensuite, on rebascule, mais sans donner l'identité de cette personne, on rebascule vers les personnes contacts qu'on a pu identifier pour les prévenir qu'ils ont été contacts d'une personne infectée. Alors, bien entendu, cette circulation de données est strictement encadrée. Transmission limitée de données, c'est le résultat sérologique et pas autre chose. Délai de conservation limité, liste précise de personnes recevant les données, etc. Je ne m'étends pas davantage sur cet encadrement, il est évident, et la Commission informatique et liberté a été extrêmement précise et vigilante en la matière. Voilà un petit dessin sur le secret. On se tait absolument. Mais la Covid a entraîné une nouvelle dérogation, une nouvelle levée du secret. Alors, en conclusion, 3 libertés ont été présentées. Je vous en ai traité 3, liées à la santé, à l'activité sanitaire. Mais il est évident qu'il y a bien d'autres situations sur lesquelles on pourrait travailler. D'abord, une situation dont on parle un peu moins maintenant, mais quand même, on en a beaucoup parlé au printemps 2020, on en parle encore. Pour les médecins, quelle liberté de tri des personnes malades, c'est extrêmement difficile, extrêmement délicat. Quand on n'a pas de place pour tout le monde, comment faire? Et quelle liberté? Et comment procéder? Alors, il y a eu des écrits, il y a eu des réflexions éthiques sur ces questions-là, mais c'est une question essentielle qui est difficile pour les soignants. Ensuite, liberté ou non de se faire vacciner pour la population. Le gouvernement a pris l'option de rendre la vaccination non obligatoire, craignant un rejet de la part de la population. Mais on verra pour la suite ce que cela deviendra. Quand on parle du pass sanitaire que je vous ai exposé tout à l'heure, tout de même, ça vous laisse réfléchir, on devient de plus en plus dans une situation d'obligation de se faire vacciner et de se prémunir contre la contamination. Liberté pour les personnels soignants de se faire vacciner. On a encore une grande partie des soignants qui ne sont pas vaccinés et certains refusent le vaccin. Alors, est-ce que cela doit devenir obligatoire? C'est vraiment une question qui se pose et qui, à mon avis, va se terminer ainsi.
Après, liberté pour les personnes âgées et leurs familles de consentir au vaccin. On a beaucoup travaillé à l'Académie sur cette question qui est celle des personnes très âgées qui n'ont plus de lucidité et qu'il fallait vacciner. Comment avoir leur consentement? Et si elles n'avaient pas de famille, comment faire? C'est toute une question extrêmement intéressante qui se pose sur cette question. Et puis, liberté pour un pass sanitaire ou un pass vert numérique, c'est ce que je vous ai traité tout à l'heure. Et en dernier point, je vous dirais que en cette période de pandémie, y a-t-il désormais une prépondérance de la valeur santé sur la liberté? C'est tout le fondement des questions que j'ai posées. Qu'est-ce qu'il faut faire prévaloir? Est-ce que c'est la santé ou est-ce que c'est la liberté? La question vraiment se pose dans de multiples hypothèses et probablement c'est très difficile d'apporter une réponse globale, mais c'est une réflexion à faire davantage au cas par cas, avec une balance entre les différents intérêts que je vous ai exposés, les intérêts de protéger la personne, les intérêts de protéger les tiers, puisque l'affection est actuellement contaminante, et donc réflexion à mener sur cette meilleure solution. J'ai envie de vous dire que nous sommes là dans des situations qui probablement vont encore se prolonger bien des semaines, si ce n'est des mois, et peut-être des années. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie vivement de votre attention et je vais essayer de revenir parmi vous sans me tromper dans les boutons. Voilà. Eh bien, c'est bon. Je vous retrouve. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, bravo, merci beaucoup. Merci Claudine pour cet exposé extrêmement clair et précis, didactique. Est-ce que les uns et les autres veulent poser une première question? Je vois des mains. Alors, j'ai vu une main. Qui avait levé une main? J'en vois plus de mains. Non, sinon on va prendre les questions du chat. Il y avait une première question sur la décision du Conseil d'État à propos de la fin de vie isolée. Donc de permettre aux personnes finalement de sortir, hein, de casser la réglementation qui les empêchait de sortir. Pourquoi le Conseil d'État a pris cette décision si tardivement, alors que sur d'autres sujets, il a pris des décisions très rapides en 48 heures? Ah oui, alors attention, il a pris la décision quand il a été saisi. Le Conseil d'État, pour qu'il se prononce, bien entendu, il faut qu'il soit saisi. Or, c'est vrai qu'il a été saisi par des associations de familles, mais il n'a été saisi qu'en septembre, tardivement. Il a été saisi tardivement sur cette question, probablement parce que dans toute l'année 2020, la situation dans les EHPAD était telle. Elle a été épouvantable dans les EHPAD, il faut en être conscient. Elle était telle que les familles, finalement, ne souhaitaient pas du tout que les personnes, les résidents en sortent. Donc, le Conseil d'État n'a pas été saisi. Mais dès qu'il a été saisi, rapidement, il s'est prononcé, bien entendu. Hein. Et puis, la vaccination se développait. Donc, c'est vrai que les familles, là, avaient des motifs de demander une sortie de leurs parents. Et le Conseil d'État ne se prononce que s'il est saisi. Il ne peut pas casser. Oui. Il ne se prononce au contentieux que s'il est saisi. Je vous ai dit, hein, il a un double rôle, un rôle de conseil du gouvernement lorsque le gouvernement lui envoie des textes pour avoir son avis. Ça, c'est une chose. Et ensuite, face à une décision administrative, bien entendu, lorsqu'elle est prise, il ne se prononce dessus que lorsqu'il est saisi. Alors, il est saisi soit par des syndicats, il a été saisi dans le Covid, soit par des particuliers, soit par des syndicats professionnels, beaucoup de soignants, beaucoup de syndicats d'enseignants, de sportifs, pour l'ouverture des salles sportives, soit des associations l'ont saisi. Voilà. Et c'est dans ces conditions-là qu'il a rendu les 800 décisions auxquelles je faisais allusion. Mais il doit évidemment être saisi pour se prononcer sur un texte à maintenir ou non.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de décisions qui ont été cassées par le Conseil d'État? Si vous comparez le nombre des décisions maintenues et celles qui ont été annulées, manifestement, la quasi-totalité, ce sont des décisions qui ont été maintenues. Alors, si vous lisez les décisions, elles sont toujours fondées sur des arguments scientifiques, des avis scientifiques de la Haute Autorité de Santé, du Conseil scientifique. Vous voyez, les décisions du Conseil d'État reproduisent des positions scientifiques qui fondent son rejet de la demande de levée de l'atteinte à la liberté. C'est toujours fondé au plan scientifique, hein, voilà. Mais manifestement, la majorité des décisions, quasi-totalité, ce sont des rejets face à une demande de levée de la restriction. C'est certain. Ok. Il y a une deuxième question, de savoir si les règles de l'ANSM sur les essais ont été adaptées à la pandémie, puisqu'on entend dire que hors pandémie, il faut généralement 5 à 6 ans pour développer un nouveau vaccin. Oui, alors effectivement. Alors il faut déjà savoir que sur les vaccins ARN messagers, c'est quelque chose qui était développé depuis de 10 ans en cancérologie. Donc, si vous voulez, la vitesse à laquelle Pfizer et Moderna ont développé le vaccin n'est pas tellement étonnant parce que on connaissait le processus. Alors, ce qui s'est produit pour ces essais, c'est qu'on a en quelque sorte fait, je vous ai expliqué qu'il y avait des phases, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Hein. C'est très protocolé, les essais de médicaments. Et on a fait se juxtaposer en quelque sorte les phases. C'est vrai qu'on a accéléré, hein, c'est évident. Et on a donné l'autorisation de mise sur le marché à ces vaccins dans un contexte où il y avait encore des doutes. On s'en rend bien compte avec AstraZeneca, hein, où certains pays font marche arrière, où il y a quelques effets secondaires, etc. En estimant raisonnablement que les bénéfices étaient largement supérieurs aux risques. Et à partir de là, on donnait le feu vert. Mais c'est vrai que ça a été plus rapide que la normale. C'est évident, hein. C'est évident. Avec ce bénéfice-risque, hein, ça a vraiment été le cœur du raisonnement. Le bénéfice du vaccin, même s'il y a des effets secondaires en petit nombre, il est mieux de diffuser le vaccin que de le retenir. Oui, donc d'après vous, c'était pas déraisonnable. Ah, sur la vaccination, ça n'était certainement pas déraisonnable. C'était extrêmement réfléchi, calculé, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français. Hein. Ça, c'est certain. L'hydroxychloroquine, c'est différent parce que les annonces ont été faites dans des conditions qu'on n'avait jamais vues, en quelque sorte, hein, par une équipe isolée, sans suivre tout le processus, l'autorisation de l'Agence nationale des médicaments. Enfin, c'était particulier, hein, c'était particulier. D'ailleurs, on n'en parle plus, en quelque sorte, à l'heure actuelle. Alors, on a quelqu'un qui s'étonne qu'on puisse accepter qu'un pays entier soit privé de liberté par des décisions de médecins qui ne s'entendent pas entre eux et qui se battent dans les médias. Oui, alors attention, hein, ce ne sont pas les médecins qui prennent les décisions. Hein. Les médecins, enfin des structures, ça n'est même pas des médecins isolés. Hein. La composition du conseil scientifique, c'est un ensemble de personnalités scientifiques et c'est vrai qu'au sein de ce conseil, vous n'avez jamais entendu entre les membres du conseil des divergences. Il n'en est pas question. Il n'y a que le président Jean-François Delfrécy qui s'est exprimé et là, nous avons une harmonie totale. Par contre, nous avons d'autres voix scientifiques qui s'expriment, mais en dehors du conseil scientifique. Et de même, la Haute Autorité de Santé, vous n'avez aucune voix de scientifiques qui en font partie qui s'expriment. Ceux qui s'expriment, ce sont des hospitaliers ou des médecins, entre guillemets, beaucoup plus isolés, qui font valoir leur position. Voilà la réalité. Hein. Mais en ce qui concerne les bases des positions scientifiques reprises ou non par le gouvernement, là, il n'y a pas de divergence.
Alors bien sûr, les avis du Conseil scientifique ont été plus ou moins suivis par nos hommes politiques ou nos femmes politiques, parce que le Conseil scientifique, c'est une base purement scientifique, c'est une prospective purement scientifique, purement sanitaire, et puis après, nos gouvernants politiques, ils interprètent, ils ajoutent à cela évidemment des considérations sociétales, des considérations économiques, des considérations psychologiques, jusqu'où ces atteintes aux libertés sont-elles acceptables par la population, et ils tranchent, et ils prennent leurs responsabilités et les décisions. Alors, une autre... Oui, pardon. J'espère que vous m'entendez bien. Je voulais revenir sur un propos que vous avez tenu sur la deuxième question, enfin, notamment sur la faculté ou non de pouvoir déroger aux règles méthodologiques conformes en matière de développement thérapeutique et d'essai. Vous avez évoqué le fait qu'il y avait eu des avis émis, et notamment par l'Académie de médecine, et vous avez dit entre guillemets, pas assez de science. Alors, je voulais être sûr de bien comprendre ce que ça voulait dire. C'est que l'Académie de médecine plaide plutôt pour rester dans une bonne obédience de rigueur et de bonnes pratiques vigilantes et comment dirais-je, protocolées, ou au contraire, plaidant pour une forme de pragmatisme plus souple et... Non, J'avais un petit doute sur la compréhension de ce que vous voulez dire, pas assez de science. Alors, pas assez de science, c'était en mai 2020, et c'est manifestement votre première interprétation, c'est attention, il faut respecter les procédures et les protocoles. Voilà, il faut respecter le processus des essais. Ah oui, c'était à une époque, souvenez-vous, il y a un an, on débattait dans tous les sens à propos de l'hydroxychloroquine. Et l'Académie de médecine, là, s'est insurgée. C'était un communiqué très bref, d'ailleurs, ce qui est rare, très bref et très vigoureux en quelque sorte, émis au plus haut niveau pour faire comprendre qu'on est là dans un domaine tellement délicat. C'était les annonces donnaient de l'espoir à la population. Souvenez-vous les files d'attente qu'on voyait à l'IHU de Marseille. Donc on donnait de l'espoir à la population d'un vrai miracle, d'un vrai médicament miracle. Et donc l'Académie, et puis il n'y a pas eu que l'Académie d'ailleurs, l'Académie des sciences a fait la même chose également. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu un communiqué commun des deux académies. Oui, c'est ça. Pour au plus haut niveau rappeler qu'il fallait respecter et qu'avant d'annoncer qu'un médicament était parfait, il fallait le tester, respecter les protocoles et les processus. Voilà. Donc c'était dans ce sens-là. Merci. Alors, une autre remarque, entre une remarque et une question. Est-ce qu'il y aurait une intention malfaisante à diffuser en continu des nouvelles inquiétantes sur les statistiques d'hospitalisation dans les médias? Oh, il y a toujours des rumeurs invraisemblables. Souvenez-vous, moi je ne l'ai pas regardé, mais on nous a beaucoup parlé d'une vidéo qui s'appelle Hold Up et qui raconte des tas de choses invraisemblables sur la naissance du virus. Alors c'est vrai qu'on peut toujours interpréter les chiffres, c'est évident, mais écoutez, je crois que là il faut faire confiance à nos autorités scientifiques qui sont relativement sages et ne pas essayer d'interpréter dans tous les sens les chiffres qui sont donnés, je pense. Je crois que je réponds ainsi à votre question. Je ne la comprends pas très bien, je ne l'ai pas très bien comprise, mais je crois que c'est ça. Oui, il y a d'autres questions? Il y a une autre question que je vais vous lire. Donc, 100 000 familles endeuillées, c'est une grande peine, mais combien de familles seraient-elles endeuillées sans la pandémie? Autrement dit, quelle est votre position sur le sujet assez débattu de la surmortalité liée au virus? Oh ben la surmortalité, dans les EHPAD, elle est évidente. Dans les EHPAD, elle est évidente. Il y a vraiment eu une hécatombe épouvantable dans les EHPAD au printemps 2020. C'est certain. Et là, il n'y aurait pas eu tous ces décès si la pandémie n'avait pas eu lieu. Je crois que au-delà de cela, il y a eu en même temps dans ces établissements des gestes formidables. Il y a des EHPAD où les personnels se sont confinés
avec les résidents, donc se sont enfermés avec les résidents pour éviter au maximum la contamination. Vraiment, hein, il y a eu dans les EHPAD, ce sont des points qu'il faudra reprendre ensuite, quand la situation sera redevenue à peu près normale. Mais il faudra la travailler. Vous savez, il y a eu le même phénomène, je crois que c'était en 2003, au moment de la canicule, où il y a eu un nombre de personnes âgées qui sont décédées, parce qu'à l'époque, notamment dans les EHPAD, il n'y avait pas de climatisation dans les établissements de personnes âgées. Et il y a eu un nombre de décès impressionnant. Il y a eu un pic dans les décès. On en a tiré les conséquences. On a équipé ces établissements avec tout ce qu'il fallait pour remédier à ce problème. Il faudra faire la même chose à la suite de la pandémie. Il faudra réfléchir à toutes les manières dont on peut protéger ces personnes qui sont particulièrement fragiles contre l'introduction d'un tel virus. Voilà. Mais il est évident qu'il y a eu un pic de décès dans les établissements de personnes âgées impressionnant. Alors maintenant, on le voit bien, la vaccination, elle est au-delà de 80% dans les établissements. Elle doit être quasiment totale maintenant. Et ce qui est frappant, c'est que dans les services de réanimation, vous n'avez quasiment plus de personnes âgées. Vous avez des personnes plus jeunes, nettement plus jeunes. Donc ça montre bien que la vaccination est tout à fait la bonne voie, en quelque sorte. Donc, là aussi, il faut en tirer des conséquences pour apprécier la suite. Mais effectivement, il y a eu un pic de décès avec des familles endeuillées dans des conditions extrêmement difficiles parce que elles ont vu partir ou elles n'avaient aucune information. On leur annonçait un jour que le résident d'un EHPAD était décédé. Elles ne l'avaient pas revu. Elles n'ont pas pu assister aux obsèques, ce qui est vraiment traumatisant. Ou alors également des familles endeuillées parce qu'un proche, un parent avait été hospitalisé, et là aussi, dans un hôpital public classique, et là aussi, malheureusement, pas de visite possible à une certaine époque. Et ensuite, formalité funéraire désolante pour les familles. Et quand on connaît la situation en avril et mai 2020 des hôpitaux de Paris, notamment, qui étaient surchargés de décès, qui ne savaient plus quoi faire des corps des personnes décédées, on n'imagine pas ce que ça a été pour eux, à la fois les familles et les personnels, à ce moment-là. Ça a été très dur, très dur. Et alors, quelqu'un s'interroge sur la surmortalité à venir due au non-traitement d'autres pathologies. Écoutez, c'est vrai qu'une telle pandémie, on ne l'avait pas prévue. On ne l'avait pas prévu. On a dans les hôpitaux, on a des plans blancs, on a tout ce qu'il faut, cas de catastrophe, attentats terroristes, etc. Mais une pandémie de cette violence, on ne l'avait pas prévue. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est un peu un jeu de mots, mais on est vacciné. Et donc, on va essayer d'y travailler pour la suite et d'être davantage prêt si cela se reproduit. On peut imaginer que ça se reproduise. On peut imaginer des variants contre lesquels la vaccination actuelle ne marcherait pas et qu'à nouveau, on ait des pics de contamination importants. Donc, en un an, on a quand même fait beaucoup de progrès sur ce plan-là. On sait beaucoup mieux s'y prendre. Donc, regardez, l'année dernière, il y a un an, les hôpitaux publics surchargés n'ont pas collaboré avec les établissements privés, ne transféraient pas de patients dans les cliniques privées. Maintenant, il en est totalement autrement. Il y a une collaboration qui s'est établie. Un autre exemple, c'est que maintenant, on parle beaucoup de l'hospitalisation à domicile, avec l'oxygénothérapie à domicile. Cela se met en place. Et donc, c'est un mode de soins qui est nouveau, mais qu'on maîtrise de plus en plus, avec une inégalité sur le territoire français, c'est évident. Les possibilités ne sont pas du tout les mêmes selon qu'on est à Paris, en région Île-de-France, ou en hors Île-de-France, dans des territoires beaucoup plus désertiques sur le plan médical. Mais enfin, on fait des progrès. On fait chaque jour des progrès. Donc, je pense qu'on sera davantage prêt si on a malheureusement dans la suite, des phénomènes identiques. Alors, une autre question de savoir si un niveau d'immunisation élevé détecté par une sérologie permettrait d'éviter ou de déconseiller le vaccin.
Alors, quelqu'un qui aurait une bonne immunité, une sérologie qui montrerait une bonne immunité, est-ce que cette personne pourrait éviter ou est-ce qu'il faudrait même lui déconseiller le vaccin? Alors écoutez, je ne suis pas scientifique, hein. Pas du tout. Je suis juriste. Même si je vis dans le milieu médical, je ne suis pas scientifique. Donc là, je ne réponds pas, je ne m'avance pas parce que ça ne me revient pas, j'ai pas la compétence. Il faut poser la question à un médecin. D'accord. Un spécialiste, pas tout médecin, hein. Un spécialiste qui a travaillé sur la Covid. Uniquement cela. Alors, une autre question de savoir si on n'a pas sacrifié les plus jeunes aux plus vieux. Alors, ça, c'est une question très intéressante parce que si on regarde ce qui s'est produit en Europe, et je lisais, il y a un article dans Le Monde, ou hier ou avant-hier sur ce sujet, c'est vrai que la stratégie des différents pays, elle a tourné sur des mesures quasiment identiques, hein, mais prises différemment. En France, on a raisonné par classe d'âge. C'est-à-dire qu'on a commencé à vacciner les personnes les plus âgées, souvenez-vous, au-delà de 75, 80, puis progressivement, on descend. Dans d'autres pays, l'Italie, la Grande-Bretagne notamment, on a raisonné différemment et on a privilégié des catégories professionnelles. En Italie, par exemple, on a vacciné les soignants, les personnels soignants. Et puis, on bascule seulement maintenant sur les personnes les plus âgées. Donc, voilà des stratégies différentes. Alors, vous dire ce qui est le mieux, c'est extrêmement difficile. Et puis, il faudra peut-être, à terme, faire des comparaisons et tirer un bilan. De même, les stratégies ont été très différentes avec la fermeture des écoles. Nous avons manifestement une ligne directrice qui est « gardons les écoles ouvertes », privilégions l'enseignement des plus jeunes et puis ensuite des adolescents. Alors que dans d'autres pays, Italie, Grande-Bretagne, les écoles ont été fermées pendant des semaines et des semaines et les enfants ont continué à être à la maison et à travailler sur Internet. Donc, ce sont des outils qu'on trouve partout, les mêmes outils ont été utilisés partout, mais avec des stratégies de lutte contre la Covid différentes. Qu'est-ce qui est le mieux? Pour l'instant, la réponse, à mon avis, est impossible. Ce que l'on sait tout de même, c'est que les pays qui n'ont rien fait au début, tels que les États-Unis et maintenant le Brésil, sont dans des situations de mortalité catastrophique. Ce que nous avons évité en Europe, hein, par bonheur. Voilà. Et les pays en Europe s'en sortent à peu près, disons, à égalité. Hein, voilà, à égalité. Mais il faudra faire un bilan global, c'est évident, hein, mais c'est trop tôt pour l'instant. Bien sûr, ouais. Donc ensuite, on a une question. Certains médecins disent que l'épidémie de Covid-19 ne correspond pas à la définition scientifique d'une pandémie. Est-ce que... Écoutez, la différence entre épidémie et pandémie, l'épidémie, si vous lisez la définition classique, hein, c'est une affection qui se répand mais qui est limitée, soit à une catégorie de population, soit à un territoire donné. Et on en a eu des épidémies récemment. Hein. Prenez par exemple en Afrique récemment le SRAS. Bon, on a eu ces dernières décennies des épidémies. La pandémie, la définition, c'est une épidémie mondiale. Et on est bien dans cette catégorie-là, c'est évident, hein, à ce jour. Donc, la pandémie, c'est une diffusion d'une maladie au plan mondial. Aucun pays n'y échappe. Alors, peut-être une dernière question, en tout cas une dernière question dans le chat. Comment va-t-on tirer les leçons de cette catastrophe et récupérer notre indépendance sanitaire, c'est-à-dire surtout ne plus dépendre d'autres pays pour produire nos médicaments les plus stratégiques? Oui, écoutez, là, c'est vraiment une leçon pour notre pays. On a beaucoup transféré à l'étranger le domaine du médicament et le domaine notamment des vaccins. Et vous le voyez, notre gouvernement à ce jour essaie de rapatrier. Alors souvent rapatrie en sous-traitance. Pour Pfizer, maintenant on est chargé de fabriquer le contenant, mais pas le contenu. Donc je pense que c'est une leçon qui sera à tirer, hein, pour notre pays et pour d'autres pays. On n'est pas les seuls, hein, bien entendu.
c'est vrai que dépendre des autres, dépendre de la Chine, dépendre de l'Inde, etc., en termes de médicaments, on voit les dangers. Hein. On est complètement à la merci de la production hors territoire national, ce qui peut manifestement être dangereux. Le côté positif, c'est ce que j'ai dit dans mon exposé, c'est que quasiment pour la première fois, on a décidé au plan de la communauté européenne de l'achat des vaccins, c'est-à-dire d'une politique globale en matière d'acquisition des différents vaccins. Alors, bien entendu, ça permettait à l'Europe d'avoir un poids beaucoup plus important. Bien ou mal, là aussi, il faudra en tirer le bilan. Parce que le bien, c'est ce que je vous dis, c'est qu'au point de vue achat, on avait un poids beaucoup plus important. Le côté négatif, c'est la lenteur, les divisions et les incertitudes, surtout la lenteur, hein, parce que probablement, est-ce qu'on ne pouvait pas aller plus vite encore et être indépendants les uns des autres? La Grande-Bretagne s'est évidemment positionnée de manière totalement indépendante. Et elle pratique la politique de vaccination qu'elle souhaite pratiquer. Nous sommes moins maintenant, parce que la diffusion se produit, mais nous avons été dépendants des livraisons négociées au niveau européen. Donc là aussi, hein, comme c'est une première, ce sera extrêmement intéressant de tirer le bilan. Il faudra le faire. Mais on a réussi à s'entendre tout de même au niveau européen sur une politique sur ce plan. Or, en matière sanitaire, il faut savoir que quand même, le principe de la communauté est tout à fait subsidiaire. Il y a très peu de sujets sur lesquels on agit tous en commun. Et là, c'en est un. Donc, c'est un exemple à évaluer, à faire le bilan. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Non, je crois que c'est terminé. Eh ben, je crois qu'il est temps d'aller se coucher. Et en tout cas, merci encore vraiment de tout cœur, Claudine, pour cette belle intervention qui, je pense, nous a tous éclairés sur des questions qu'on ne s'était pas encore forcément posées, des sujets effectivement sur lesquels on a peut-être moins réfléchi que les restrictions de la liberté de notre vie quotidienne à nous, mais voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ça nous ouvre beaucoup de perspectives et donc, j'espère qu'on pourra vous ressolliciter à une prochaine occasion, puisque je pense que l'actualité juridico-médicale n'a pas fini d'être riche dans notre pays. Voilà. Merci à tous, bonsoir et on espère vous retrouver tous bientôt. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.